Alors bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la consommation responsable dans le canton de Genève qui a été organisé par des étudiants de bachelor en économie d'entreprise de la HEG Genève qui ont suivi le cours Projet disruptif. Alors après deux éditions en 2021 et 2022 de baromètres consacrés aux pratiques RSE dans les entreprises en Suisse romande, cette année fait la part belle à la consommation responsable. Alors l'événement aujourd'hui va vous présenter en exclusivité les résultats du baromètre qui sera publié sur le site de la HEG courant de semaine prochaine. Et peut-être que vous vous retrouverez dans les constats dressés par nos étudiants, peut-être pas, mais nous espérons en tout cas qu'ils soulèveront quelques questionnements de votre côté. Merci en tout cas de poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. On fera une session questions-réponses à la fin de la présentation des étudiants. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais remercier déjà les plus de 350 consommateurs qui se sont prêtés au jeu des entretiens et des questionnaires en ligne. Sans eux, le baromètre n'existerait pas. Un grand merci à la HEG de permettre ce projet, ce très beau projet. Un grand merci aux étudiants qui ont participé aussi à la réussite du baromètre de par leur travail, et plus particulièrement donc aux trois étudiants qui vont nous présenter les résultats de ce baromètre ce midi. Donc c'est Giovanna, Luna et Matteo. Et enfin, un grand merci donc à mes précieux collègues avec qui j'ai coordonné le projet, Éléonore Génie et Louis Miranda. Sans oublier bien sûr François Sibyl, qui est maître d'enseignement en management durable à la HEG et responsable du DAS en management durable. Et qui va, je lui laisse la parole, vous faire un petit mot d'introduction. Merci Capucine. Effectivement, merci aux étudiants et aux personnes qui ont contribué à ce travail. Juste deux mots avant de vous laisser la parole. C'est un moment très important dans le cursus des étudiants puisque ce travail a lieu en fait sur la fin de la troisième année, sur la fin de la dernière année, juste avant d'être à plein temps dans le monde du travail. Et autant ils ont pu suivre pendant plusieurs mois une formation sur les questions de management durable, sur la manière d'intégrer ces questions-là dans le fonctionnement des organisations, autant on est toujours limité dans la capacité à intégrer la vraie vie. Donc là, on est sur un projet véritablement en passerelle pour expérimenter sur le terrain la réalité des comportements et des pratiques. C'est effectivement la troisième édition. On a fait évoluer le focus pour se porter sur les questions de perception de la consommation responsable cette année. L'idée, elle est de panacher justement parce que c'est des choses qui évoluent, mais qui évoluent lentement. Faire un baromètre sur l'état des pratiques dans les entreprises tous les ans, ce serait un peu aller plus vite que les chiffres ne pourraient évoluer. Donc voilà l'une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'en fait, on avait peu d'informations sur ce sujet, quid du niveau d'intérêt du consommateur suisse, et en particulier genevois, sur ses préoccupations. Donc voilà, c'était juste pour bien positionner cet espace de transition. Puis je donne la parole à Andrea, Andrea Baranzini, le directeur de notre école, de la HEG de Genève, pour dire un mot d'introduction. Merci beaucoup. Je vais être très bref parce que tout le monde est intéressé d'écouter donc les résultats de votre travail. Donc, André Baranzini, je suis le directeur de la Haute École de gestion de Genève. Je vous donne, au nom du comité de direction, la bienvenue à ce webinaire sur le baromètre, et cette fois-ci, dans cette édition, baromètre de la consommation responsable, effectué par des étudiants dans le cadre d'un cours de troisième année. Je tenais à souligner deux choses supplémentaires par rapport à ce que M. Sibyl a dit. La première chose, c'est que la durabilité est au centre des politiques de la HEG et donc aussi de ces enseignements, de cet enseignement en particulier, mais d'autres. Et une nouvelle orientation va s'ouvrir pour les étudiants de bachelor. Et puis, en formation continue, nous avons plusieurs formations qui touchent au domaine de la durabilité, notamment le diplôme d'études avancées en management durable. Et puis, effectivement, c'est un travail qui demande
aux étudiantes et étudiants de mettre en pratique ce qu'ils voient dans leurs cours. Et comme vous le savez, dans les HES, et en particulier à la Haute École de gestion de Genève, nous avons des enseignements qui sont justement très, très pratiques. Donc, je tiens moi aussi à remercier notamment François Sibylle, Capucine Laurence et puis Louis Miranda pour voilà, avoir encadré le travail des étudiants. Je remercie énormément aussi toutes les étudiantes et étudiants qui ont participé à ce projet. Et avec vous, je me réjouis d'entendre les résultats du sondage qui a été effectué cette année. Merci beaucoup. Alors, je reprends la parole pour faire un petit tour du déroulé du webinaire. Donc, pour démarrer, une petite introduction sur ce projet. Ensuite, je laisserai la parole à Luna Lelièvre qui va nous présenter la méthodologie qui a été utilisée pour cette étude. Elle nous présentera ensuite ce qu'est la consommation responsable et les intérêts des consommateurs genevois aux questions de durabilité et leur rapport à la consommation responsable. Ensuite, la parole sera à Mathéo pour nous présenter les habitudes de consommation dans le canton de Genève, déclinées sous différentes familles d'achat. Nous passerons ensuite à la perception qu'ont les consommateurs quant à leur engagement en termes de consommation responsable après avoir répondu au questionnaire. Ensuite, nous verrons ensemble les freins et les motivations des consommateurs. Et enfin, Louis Miranda nous fera une conclusion à ce travail. Et ensuite, la parole vous sera donnée pour la session questions-réponses. Donc, posez vos questions dans le chat, n'hésitez pas tout au long du webinaire. Alors, pour introduire ce travail, nous sommes réunis autour d'un projet aujourd'hui qui est ce baromètre des pratiques de la consommation responsable dans le canton de Genève, qui a fait l'objet d'un travail d'un semestre à la HEG par 20 étudiants. Je vais les nommer par leur prénom parce qu'ils ne vont pas tous s'adresser pas tous prendre la parole pendant le webinaire. Donc, il s'agit de Giovanna, Luna, Matteo, Elena, Marie, Branda, Astrid, Mélora, Mathilde, Triade, Léopold, Luna, Yelena, Camille, Katia, Andrea, Flavio, Laura, Sacha et Enzo. Alors, merci à eux. Ensuite, donc, ce projet a été coordonné par 3 encadrants qui sont moi-même, Éléonore Génie et Louis Miranda, qui sont parmi nous ce midi. Et il a abouti sur une première édition de baromètre de la consommation responsable dans le canton de Genève, avec aujourd'hui un webinaire qui vient présenter les résultats de ce travail et un rapport qui sera publié sur le site de la HEG courant de semaine prochaine. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Luna Lelièvre qui va nous présenter la méthodologie de cette étude. Alors bonjour à tous. Donc pour commencer la méthodologie, donc nous avons interviewé 325 personnes de 2 manières différentes, donc soit en ligne ou soit en face à face. En ligne, nous avons partagé sur les réseaux sociaux de la HEG et nous avons obtenu 92 réponses. Et en face à face, donc c'est des questionnaires principalement quantitatifs qui ont été faits par les élèves en face à face avec des points stratégiques dans Genève. Et là, on a obtenu environ 300 réponses. Et certains de ces questionnaires comprenaient des questions qualitatives pour approfondir certaines questions. Le seul critère qui était vraiment nécessaire pour répondre à notre questionnaire, c'était habiter dans le canton de Genève. Donc, si ce critère n'était pas respecté, on n'a pas pris en compte les questionnaires. Évidemment, pour assurer notre représentativité, nous avons pris comme source de données les statistiques de la population de Genève. Et dans l'ensemble, c'était assez représentatif. Au niveau des âges, on a un petit biais, surtout pour les jeunes entre 18 et 24 ans. Et
on a aussi eu plus de femmes que d'hommes qui ont répondu au questionnaire, mais nous en sommes conscients. Et au niveau des communes, c'est assez représentatif. Nous avons aussi fait certaines comparaisons avec différents baromètres qui ont déjà été faits sur la consommation responsable, donc 2 qui sont français et 1 qui est suisse. Pour la suite, on a posé comme question à nos répondants qu'est-ce que ça signifiait pour eux la consommation responsable, parce qu'en effet, c'est un terme relativement récent, donc qui ne veut pas forcément dire toujours les mêmes choses pour les personnes. Et ce qui en est ressorti, notamment, c'est par exemple d'acheter des produits locaux, consommer local, moins gaspiller, recycler ou encore respecter l'environnement. Et comme vous pouvez le voir à travers ce nuage de mots, du coup, vraiment les mots qui sont ressortis pour cette question, donc environnement, recycler, etc. Ensuite, nous avons regardé l'intérêt que portaient les interviewés sur la question de durabilité. Et 69% des répondants s'y intéressent, donc une majeure partie. Et dans ces 69%, 46% ont commencé à s'y intéresser entre 2 et 5 ans. Le reste était les 21% s'intéressent depuis moins de 2 ans et le reste depuis plus de 6 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie conscience depuis ces dernières années, ce qui est un bon point. Et ensuite, nous avons sondé les Genevois pour voir à quel niveau ils se sentaient au niveau de la consommation responsable. Et en moyenne, on arrivait entre 2 et 3 sur une échelle de 5. Et si on compare justement à une autre étude, un autre baromètre français, qui, eux, avaient une échelle de 1 à 10, leur sondé était plutôt entre 3 et 4, donc un peu en dessous de ce que nous, on a reçu comme réponse, donc ce qui est relativement intéressant. Et aussi, nous avons observé une corrélation entre le niveau d'études atteint et l'importance que les Genevois accordaient à la consommation responsable. Donc, par exemple, les personnes ayant obtenu un bachelor ont plus souvent tendance à être investies dans ce genre de consommation. Je vais laisser la parole du coup à Mathéo pour la suite. Donc, nous allons donc passer aux habitudes de la population genevoise. Pour cette partie, nous avons donc interrogé la population sur 3 points importants de leur consommation. Au préalable, je tiens quand même à m'excuser pour un malheureux accent français. Donc, vous allez sûrement être surpris d'entendre échapper des 70 ou des 90, même si je ferai tout mon possible pour les éviter. Voilà, je m'excuse par avance pour la gêne occasionnée. Donc, en premier lieu, nous avons donc demandé quels étaient leurs critères en termes d'achat. Ensuite, nous les avons questionnés sur les habitudes, c'est-à-dire comment les répondants passent-ils à l'action d'acheter, combien ils achètent et de quelle manière. Ensuite, comment chacun d'eux gère la fin de vie de leurs produits, et tout ça sur différentes catégories de produits tels que l'alimentation, les vêtements, les cosmétiques, les produits électroménagers et enfin les véhicules et l'ameublement. Donc, nous avons effectué pour chaque famille d'achat une catégorisation des différents profils de consommateurs afin d'analyser les tendances en termes de consommation responsable. Nous avons donc dans la catégorie responsable les consommateurs répondant à tous les critères durables proposés, le conscient qui, lui, répond à au moins un tiers des critères, la catégorie des consommateurs en transition qui envisagent au moins un tiers des critères dans les consommations futures. Et pour finir, nous avons les non engagés qui, eux, ne répondent à aucune des catégories précédentes et portent donc peu d'intérêt aux critères durables. Afin que cela soit plus clair pour tout le monde, nous avons donc, nous les avons représentés par des pictogrammes que voici. Donc, commençons par l'alimentation. Nous avons pu constater que les conscients représentent la moitié des répondants, alors que 5% seulement
sont responsables. Toutefois, des 19% des consommateurs envisagent d'intégrer plusieurs critères de durabilité dans leur avenir. Nous avons pu constater que les critères d'achat les plus souvent pris en compte sont à caractère individuel et personnel. Nous avons les 3 premiers qui sont le plaisir, le goût, le prix. Néanmoins, il est important de noter que concernant l'avenir, les critères futurs des consommateurs sont d'ordre durable. Nous retrouvons la saisonnalité des aliments, leur provenance, ou encore en 3e position, le bien connu de tous, le bio. Bonne nouvelle, concernant les habitudes d'achat, nous avons presque 9 consommateurs sur 10 qui pratiquent d'ores et déjà des habitudes anti-gaspillage. Pour ce qui concerne la fin de vie, bien que plus de la moitié des répondants ont un compost, il y a 67% qui favorisent tout de même, plus généralement, la poubelle pour jeter l'intégralité de leurs déchets. Passons maintenant aux vêtements, à l'habillage. Nous retrouvons encore dans les critères d'achat une seconde occurrence. Les répondants sont très sensibles aux caractéristiques individuelles, comme le prix, le plaisir de l'achat ou la tendance. Là où à l'avenir, les premiers critères seront l'achat d'occasion, le reconditionné ou l'achat de produits labellisés. Enfin, en ce qui concerne les habitudes d'achat ou encore la fin de vie, autour de la moitié des consommateurs réparent ou achètent avec sobriété et responsabilité, avec 48% favorisant la seconde main. Il est tout de même intéressant de voir et de mettre en parallèle l'engouement croissant des jeunes de 18 à 24 ans pour la fast fashion, avec des marques que je ne citerai pas, avec d'un autre côté une dévotion particulière pour la seconde main, que cela soit dans les fripes ou encore sur des plateformes Internet. 81% des répondants font don de leurs habits et 60% les recyclent, là où 40% les jettent. Peut-être que cela est aussi dû à la mauvaise qualité des vêtements à bas prix disponibles en 2 clics sur Internet. Nous allons maintenant passer à la catégorie hygiène et cosmétique. Donc, en ce qui concerne la catégorisation, nous pouvons clairement voir une grande partie de conscients. Tout comme vous vous souvenez, le pourcentage de conscients concernant l'alimentation de 50% et ici donc de 43%. Avec ces 2 chiffres, nous pourrions émettre l'hypothèse que ce qui touche à la santé intéresse et conscientise beaucoup plus de consommateurs car ils voient sans doute le risque potentiel direct sur leur santé. Pour ce qui est des critères d'achat, il ne va pas sans vous étonner que les critères principaux sont l'efficacité, la composition, donc les ingrédients, et encore le plaisir. Les habitudes d'achat, quant à elles, sont prometteuses. Plus de 59% n'achètent qu'en cas de besoin et plus de la moitié de façon à limiter le gaspillage. Je finirai en notant que parmi toutes les femmes interrogées, près de la moitié utilisent d'ores et déjà des produits bio. Intéressons-nous désormais à l'électroménager et les produits électroniques de tout genre partageant dans vos espaces de vie quotidiennement. Avec une grosse partie de non-engagés, nous avons un quart néanmoins de conscients et un quart de personnes en transition. Les critères sont encore une fois individuels et nous avons l'efficacité, les prix, les promotions ou encore le plaisir de l'achat. Néanmoins, à l'avenir, les consommateurs se disent prêts à faire attention à la provenance des labels de leurs produits. Encore de nombreux sont pour l'achat neuf de prêt de 69% des consommateurs. Rassurons-nous, avec 60% qui annoncent faire en sorte de réparer et la moitié annonçant consommer avec sobriété. Pour ce qui est de la fin de vie, nous sommes sur une bonne voie. Le recyclage fait partie intégrante, près de de la vie de 69% des consommateurs, avec les dons ou la revente qui sont, eux, autour de 50%. Donc, avant de finir avec l'ameublement, intéressons-nous aux véhicules.
Notons avant tout que dû au manque de critères présents, il se peut y avoir un biais sur l'analyse de cette catégorie. De redondance, néanmoins, les critères d'achat personnel, efficacité, prix, plaisir, et à l'avenir des critères plus durables, comme le fait d'acheter des véhicules labellisés ou non controversés. Espérons maintenant que leur avenir est proche. Concernant les habitudes, 61% des consommateurs favorisent l'occasion et 46% achètent avec sobriété, uniquement si nécessaire. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que, pour ce qui est de la fin de vie, c'est la revente qui prédomine chez tous les consommateurs. Nous finirons avec l'ameublement. Plus qu'une tendance, cela devient normé. Les critères d'achat personnels sont en haut du podium, avec la recherche de meilleurs prix, la tendance actuelle, les effets de mode, le plaisir ou l'efficacité. À l'avenir, les consommateurs souhaitent faire attention à la provenance des matériaux et aux labellisations. Plus de la moitié des interrogés préfèrent réparer plutôt que racheter et 46% achètent généralement d'occasion ou reconditionner. 64% n'aiment pas les brocantes et préfèrent acheter neuf. Une fin de vie heureuse pour nos meubles. Les répondants recyclent à 69% et autour de la moitié donnent ou revendent. Avant de passer la parole à ma collègue, je souhaiterais vous parler d'une question que l'on a posée à nos interviewés. On leur a demandé s'ils avaient la sensation de consommer responsable au début et à la fin du questionnaire. Bien qu'un grand nombre n'ait pas changé d'avis, nous avons été surpris de voir que plus de 40% se surestimaient. Cela soulève-t-il un manque de connaissances sur le sujet? 45% des interviewés ont la sensation de consommer responsable après le questionnaire, contre 66% au début de celui-ci. Cela nous amène à se poser la question, et nous, consommateurs réguliers, quelle est notre perception de notre consommation durable? Je laisse maintenant la parole à ma collègue pour les ressentis de la complexité de la consommation durable chez nos consommateurs. Merci Mathéo. Alors, pour faire suite à la slide précédente, nous avons aussi voulu évaluer la difficulté rencontrée par les consommateurs genevois lorsqu'ils souhaitent consommer d'une façon responsable. Donc, comme nous pouvons le voir sur le graphique, nous constatons que la majorité d'entre eux pensent qu'il est compliqué de consommer de manière durable. Donc, pour mieux comprendre, nous avons séparé notre analyse en 2 points, donc à savoir les freins et les motivations à la consommation durable. Nous avons donc relevé pour chacun d'eux les 6 principaux éléments ressortis lors de notre analyse. Donc, comme on a pu le voir, la majorité des interviewés rencontrent des difficultés à consommer responsable. Donc, voici déjà un aperçu de 2 témoignages qu'on a eus lors de nos questionnaires. Donc, le manque d'informations ne me pousse pas et ne m'aide pas à consommer de manière responsable. Et le prix, car les produits locaux sont souvent plus chers que ceux importés. Donc, pour mieux comprendre, nous avons ressorti les principaux freins de notre analyse et les avons regroupés en 3 axes distincts. Donc, comme premier axe, et comme on l'a vu dans la citation tout à l'heure, c'est le prix. Donc, on peut voir que le prix est le premier frein pour 82% des consommateurs, car souvent, les produits responsables sont souvent plus chers que ceux qu'on peut retrouver dans les commerces traditionnels. Comme second axe mentionné ici, c'est le changement d'habitude avec 70% de réponses. Et nous avons rattaché ce critère à l'effort et la complexité, le choix restreint et à la privation de certains plaisirs. Et comme dernier axe, on constate que 60% des consommateurs pensent qu'il y a un manque d'informations disponibles sur les produits responsables. Donc, pour résumer ces données, on constate que les freins mentionnés concernent l'individu même, qui exprime une certaine hésitation personnelle pour effectuer des changements dans sa vie de tous les jours et à faire des efforts pour justement changer son habitude. Concernant les motivations, alors on a ressorti un témoignage. Il est important de soutenir les agriculteurs et les producteurs locaux car de plus en plus de choses sont délocalisées. Donc, comme pour les freins, nous avons identifié plusieurs facteurs, donc plus spécifiquement les 6 qui sont ressortis lors de notre analyse, et on les a regroupés en 2 groupes.
Donc, le premier groupe représente la majorité des individus qui indiquent que leur principale motivation est le respect de l'environnement et de l'humain, les bienfaits pour la santé et aussi le respect de leurs propres valeurs. Le deuxième groupe, on a regroupé la qualité des produits et le fait de valoriser l'économie locale, et cela pour 75% des consommateurs. Et nous pouvons donc constater que les motivations à la consommation responsable sont variées, mais toutes importantes, car elles sont à peu près toutes de la même proportion, donc entre 70 et 75%. Et pour résumer, du coup, l'analyse des motivations, nous pouvons dire que les motivations sont très positives et qu'elles sont également diversifiées parce qu'on a une partie environnement, une partie humaine et aussi une partie par rapport à la qualité des produits. Donc, pour compléter notre analyse, il nous a semblé également important d'analyser le rapport qu'ont les consommateurs face aux marques qui communiquent sur leur engagement. Donc, la majorité des personnes interviewées, merci. Donc, la majorité des personnes interviewées ont des doutes à l'égard des entreprises et marques communicants sur leur engagement responsable et 20% n'y croient pas. Donc, seuls 13% des interrogés disent avoir confiance. Et ce chiffre, on a pu le confirmer avec le baromètre Greenflex, donc le Greenflex français, dans lequel 16% des Français disent être en confiance. Donc, on peut voir que notre analyse, comme on retrouve le chiffre de 13%, eh bien, on peut dire que notre analyse est correcte. Et pour compléter cette analyse, nous avons pu voir que les personnes interviewées qui s'estiment peu investies dans la consommation durable sont également les plus dubitatifs sur l'engagement des marques, car 90% d'entre eux n'ont pas confiance. Et pour soutenir ces résultats, nous vous présentons encore 2 témoignages. Donc, certaines marques se disant respectueuses de l'environnement sont souvent au cœur de scandales et certains labels manquent de transparence et beaucoup d'entreprises disent être engagées dans le seul but d'améliorer leur image de marque. Je laisse la parole à mon collègue. Merci beaucoup. Avant tout, merci aux 3 étudiants pour leur présentation qui était vraiment bien. Donc voilà, merci à vous 3. Et du coup, pour faire une conclusion plutôt succincte, donc pour vous résumer un peu les 3 points qu'on a abordés. Donc, premièrement, la prise en compte de la consommation durable, on l'a bien remarqué que c'est encore une notion récente pour les habitants du canton de Genève, ou en tout cas pour les sondés. Et on décerne aussi un faible investissement encore pour l'instant par rapport à la consommation durable. Donc, c'est sûrement aussi parce que la prise en compte est récente que l'investissement est encore faible. Par rapport aux critères d'achat, on voit que, comme a pu dire Mathéo, que les critères qui sont plutôt individualistes, tels que le prix, le plaisir et les tendances, sont pris en compte maintenant, contrairement aux critères qui sont plus durables, les critères qui sont un peu plus généraux, tels que la sobriété, la provenance des produits et l'achat d'occasion. C'est plutôt, ça veut être pris en compte plus tard, dans le futur. Et un peu, on a aussi ressenti un peu la même chose par rapport aux freins et aux motivations. Dans les freins, tout ce qui touche de manière personnelle à la personne par rapport à la consommation, on voit que c'est compliqué de changer les habitudes, de y mettre un certain effort personnel et aussi la privation de certains plaisirs, ce qui du coup constitue des freins principaux. Mais voilà, contrairement aux freins, les motivations sont plutôt des bienfaits communs tels que le respect de l'environnement, le respect de l'humain et aussi la consommation locale. Donc voilà, je vous remercie. Alors maintenant, cette présentation est terminée, mais c'est le moment de l'échange. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Aussi, vous pouvez les mettre dans le chat privé si vous ne voulez pas que votre nom soit mentionné. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et les étudiants vont y répondre. Alors, je vais aller regarder le chat. Alors, j'ai une question.
La catégorie des personnes en transition m'intrigue. Avez-vous posé un cadre temporel pour ce groupe? Comment définissez-vous la transition et combien de temps lui donnez-vous? Pouvons-nous être en transition depuis 2008, par exemple? Donc, je vois que la question, elle continue un peu plus loin. Par ailleurs, dans la partie vêtements, alors, on va d'abord peut-être répondre à la première question sur la catégorie des personnes en transition. Je ne sais pas si quelqu'un veut y répondre, Mathéo? Peut-être, vu que tu avais posé cette partie. Moi, je peux donner quelques éléments de réponse. Pour ce qui est donc des personnes en transition, nous n'avons pas émis donc d'échelle donc de temps précise pour chaque interviewé. Pour être complètement transparent, donc nous avons posé pour chaque catégorie plusieurs critères et on leur a demandé si c'était des choses qu'ils réalisaient actuellement ou qu'ils souhaiteraient réaliser dans un avenir proche. Donc, malheureusement, non, nous n'avons pas pu déterminer une échelle de temps précise pour chaque interviewé. J'espère avoir répondu à la question. Très bien. Ensuite, la suite de ce commentaire, c'était par rapport à la partie vêtements. Vous avez mentionné que 60% des personnes interrogées recyclent leurs vêtements. Savez-vous comment? En effet, nous n'avons pas de filière de recyclage textile à Genève. Nous pouvons uniquement faire don de nos vêtements dans la boîte à fringues. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Il me semble peut-être Yelena, tu avais travaillé là-dessus. Yelena, peut-être, ou quelqu'un d'autre du projet. Alors, je sais que dans certains magasins, donc dans les, on va dire, ceux qui font la fast fashion, justement, qui mettent à disposition une boîte où, justement, c'est possible de mettre des anciens vêtements à l'intérieur pour, justement, qu'ils les recyclent pour produire des nouveaux vêtements. Donc, peut-être que une bonne partie de ces personnes-là, c'est quelque chose qui le font. Et sinon, pour tout ce qui est recyclage, on a aussi des associations qui le font. Donc, peut-être pas à Genève même, mais en tout cas, je sais que dans le canton de Vaud, on a quand même des petites associations qui le font. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je rajouterais aussi que pour tout ce qui est, comme vous appelez, boîte à fringues, donc toutes les boîtes de collecte de vêtements, les associations qui les récupèrent font un gros tri sur ce qui est possible à faire pour faire les dons et pour la revente, comme Emmaüs par exemple, et tout ce qui n'est pas possible pour revente et dons sont envoyés dans des usines de recyclage de vêtements. Voilà. Sinon, une petite question de rappel sur l'échantillon de l'étude. Peut-être l'équipe méthodologie pourrait répondre ou répéter cette question. Combien est-ce que de personnes faisaient partie de l'échantillon? Lina, par exemple. Oui, alors, quel était l'échantillon de l'étude? Combien de personnes? Alors, au tout début, on avait un échantillon de 353 personnes. Après, on a dû enlever quelques répondants qui n'entraient pas dans les critères, donc par exemple qui n'habitaient pas à Genève, mais qui avaient quand même répondu. On a aussi, je ne l'ai pas dit en présentation, mais enlevé les moins de 18 ans. Et après, quelques interviews par-ci par-là qui n'étaient pas correctes. Et donc, au final, on a eu un échantillon de 325 personnes. Alors, vous m'entendez toujours? Il y a une question ensuite sur
La catégorisation des consommateurs, est-ce que vous pourriez expliciter quels sont les critères utilisés et comment est-ce qu'on les a choisis? Est-ce qu'une personne se porterait volontaire pour les critères d'achat? Par exemple. Je crois que ça porte plutôt sur la catégorie. Il y a un slide La sur les caté- la- catégories responsables, engagées, tout au début. Donc, peut-être Mathéo, si tu veux encore y répondre. Alors, oui, donc pour ce qui est donc des catégorisations, on a une dizaine de critères qui fluctuaient selon les différentes catégories de produits. Donc, on n'avait pas les mêmes critères, par exemple, pour l'alimentation que pour les véhicules. Pour donc, la catégorisation des interviewés, donc comme on a pu le dire, les responsables, c'était tous les critères durables qu'on proposait étaient pris en compte par les personnes, les interviewés, on appelait les responsables, les conscients avec un tiers des critères, en transition avec un tiers dans le futur, et non engagés dans les catégories non engagés qui n'avaient pas qui ne rentrent dans aucune des catégories précitées. Pour donner des exemples sur les différentes catégories générales, donc qui recoupent un peu toutes les différentes catégories de produits. Donc, on a la provenance des produits, si les produits étaient controversés, le prix, les soldes, la promotion des produits, l'efficacité du produit. Si l'entreprise était donc responsable. Et je pense que j'en oublie, mais en général, c'est les principaux. Voilà. Et peut-être, si tu es sur ta lancée, tu voudrais encore répondre à une question liée, cette fois-ci à une catégorie, spécialement les aliments. Est-ce qu'il s'agit, donc c'est une question d'Umberto, de la restauration, des supermarchés ou des deux? Alors, nous avons donc interviewé des particuliers. Il se peut que dans les particuliers, il y ait des personnes qui tiennent des restaurations, mais je pense que dans les 300 personnes interviewées, il s'agissait plutôt de la consommation en supermarché plus particulièrement, que ce soit en supermarché, en marché, chez les producteurs. Mais plus en grande surface et en consommation directe, plus qu'en achat, en restauration, restaurant, etc. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Voilà. Alors, j'ai eu une question en privé, c'était sur la confiance des entreprises, sur qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux entreprises pour augmenter la confiance que les consommateurs ont envers leur engagement. Il me semble, par exemple, c'est Brenda qui avait travaillé là-dessus. Brenda, est-ce que tu as une réponse à cette question? Brenda, ton micro est désactivé. Ah voilà, vous m'entendez? Oui. Ah bon, parfait. Alors, je disais que justement, du coup, on pense que les entreprises, elles devraient faire davantage preuve de transparence. Du coup, en communiquant davantage les efforts qu'elles font en termes environnemental ou social, et en mettant aussi de la documentation à disposition pour les gens qui souhaiteraient savoir ce qu'elles font de concret. Et aussi, on pense que du coup, elles devraient aussi effectuer des partenariats avec justement des labels qui sont justement engagés, qui sont crédibles, et aussi des ONG reconnues dans ces questions. Voilà. Super. Et pour répondre à la question d'Umberto, on a donc record la présentation
Et donc, elle pourra être disponible, oui, par la suite. Ensuite, Et le rapport, je me permets aussi, le rapport du baromètre sera en ligne sur le site de la HEG d'ici une semaine environ. Il n'y a pas de date précise, mais voilà. Et donc, est-ce qu'elle sera disponible sur LinkedIn? La question est peut-être? Ou sur la HEG aussi, je dis le record de la vidéo. Éventuellement, oui, sur le site de la HEG. D'accord, très bien. J'ai une autre question aussi, cette fois-ci par rapport aux motivations. Qu'est-ce qu'on peut mettre plus en avant? Comment est-ce qu'on pourrait mettre plus en avant les motivations constatées dans la société? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour les mettre plus en avant? Est-ce que Louana, tu as une réponse à cette question? C'est comment feriez-vous pour mettre plus en avant les motivations constatées dans la société? Louana? Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Alors, concernant les motivations, je pense qu'il faudrait que surtout les entreprises et les ONG du type qui luttent pour la durabilité puissent faire des campagnes de sensibilisation, ce qui est afin de montrer vraiment, de mettre en avant quelles motivations pourraient être les motivations, pardon. Et les campagnes de sensibilisation, du coup, dans les magasins, dans les centres commerciaux, ou même en faisant des activités ludiques. Et aussi montrer que les entreprises adoptent des bons... que lorsque... Pardon. Que lorsque les entreprises, les personnes adoptent les bons gestes au quotidien, cela en fait a un impact de l'autre côté, du côté de l'entreprise. Et il faut vraiment que l'entreprise en question, par exemple, soit transparente à ce sujet. Donc, par exemple, elle pourrait faire des newsletters sur les impacts que consommer bio a du côté de la santé, des choses comme ça. Voilà. Je pense, Éléonore, on va prendre la dernière question de Flavio dans le chat Oui. avant de conclure doucement. Très bien. Alors, dernière question, c'était sur les solutions. Quels seraient les avis ou solutions pour permettre une meilleure prise de conscience des personnes? Je ne sais pas si quelqu'un veut se porter volontaire à répondre à cette question, quelqu'un qu'on n'a peut-être pas encore entendu. Je sais par exemple qu'Andrea avait travaillé sur le rapport à la consommation responsable et la conscience. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, je dirais que c'est surtout la transparence. Donc, c'est qu'ils aient conscience justement des enjeux actuels, des impacts justement de leur consommation. Donc, ouais, je dirais que c'est surtout de la transparence, une accessibilité à l'information, parce que comme on l'a vu, ils n'ont pas vraiment accès à l'information. Et je pense que c'est pour ça aussi qui fait qu'ils ne s'investissent pas, parce qu'on voit qu'il y a un intérêt, mais que l'investissement, il est très faible. Et aussi, ils ont aussi ce côté très individualiste, vu qu'ils mettent en avant ce qui fait qu'ils achètent un produit, c'est surtout le prix, le goût, l'efficacité et non ces critères durables. Donc, je dirais que pour changer cette perception, ce serait vraiment l'accès à l'information, à l'impact que ça a de changer soi-même sa consommation. Et voilà. Très bien, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat ou si aucun des autres étudiants ne veut ajouter un commentaire ou... Je
propose qu'on laisse la parole à François Sibyl. Oui. Pour un petit mot. Au regard des éléments collectés avec toutes les limites, évidemment, d'un échantillon qui est celui qui a été présenté et de la méthodologie qui a été déployée, il y a un élément qui est extrêmement intéressant, qui me semble devoir mettre en avant, c'est qu'on a pu mesurer sur plusieurs thématiques quel était le niveau d'intérêt, le niveau d'engagement et quel était jusqu'où ça allait dans le passage à l'acte, à la prise en compte dans le passage à l'acte d'achat. Alors on a des niveaux, je dirais, de maturité plus ou moins forts ou plus ou moins intéressants selon les thématiques. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater un élément qui est un peu une posture paradoxale, qui n'est pas nouvelle, mais que ces informations permettent de révéler, entre l'intention et la réalité de l'acte. Et effectivement, c'est une posture un peu paradoxale, ou si je caricature, je dis, voilà, moi je suis un acteur responsable, mais quand il s'agit d'acheter une voiture, j'achète une voiture neuve, et pourvu que ce soit une belle voiture électrique très puissante, comme ça, je n'ai pas besoin de me questionner sur ma pratique. On a quelque part, on retrouve la même situation un peu paradoxale, et c'est intéressant de faire le lien dans la posture des entreprises qui, pour certaines, s'engagent dans une démarche de responsabilité sociétale, mais qui, à un moment donné, voilà, peine à aller à un déploiement qui va jusqu'à couvrir l'ensemble de l'organisation. Et puis, on a vu pas mal d'organisations, par exemple, sur la place de Genève, s'impliquer sur les 2 dernières années sur ces questions-là. Mais on a un backload, quelque part, un volume global des organisations qui, eux, restent quand même, ou qui, elles, restent dans un business as usual de façon assez majoritaire pour l'instant. Effectivement, la vraie question, c'est comment on joue sur le consommateur et comment on joue sur l'organisation pour qu'effectivement la transition s'engage, s'opère et soit effectivement déployée jusque dans l'acte d'achat. Voilà. Un grand merci encore. Et puis, je te rends la parole. Oui, merci François. C'est très intéressant ce que tu dis. Ça fait le pont entre nos thématiques des précédents baromètres, donc la RSE dans les entreprises et le baromètre actuel sur la consommation responsable. Effectivement, on voit qu'on a des leviers de la part du consommateur, aussi de la part des entreprises. Et je pense que c'est bien de pouvoir les croiser et d'analyser ce qui marche le mieux et comment s'engager, comment engager la transition le mieux possible. Et ben, je pense qu'on va pouvoir terminer ce webinaire. Maintenant qu'on a répondu à vos questions, les étudiants ont présenté brillamment les résultats. Donc pour conclure, un grand merci à tous pour votre attention, vos questions. Vous avez été assez curieux et nombreux à poser des questions, donc c'était un riche échange. Merci pour ça. Et donc, pour vous rappeler, le webinaire est enregistré et il sera disponible sur le site de la HEG ainsi que le rapport, le baromètre, d'ici une semaine environ sur le site de la HEG. Voilà. Alors, merci à tous et à très vite pour un prochain baromètre à l'année prochaine.